Bonjour, vous écoutez Un été de figariste, une série en 4 épisodes produite par Tip & Shaft, la newsletter hebdomadaire des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Les figaristes, ce sont les marins qui participent chaque été à la solitaire du Figaro. Dans Un été de figariste, ils et elles racontent leur relation particulière à cette épreuve hors norme par laquelle les meilleurs coureurs français sont passés. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Un été de figariste. Un été de figariste est sponsorisé par Carver. Si vous êtes un coureur pro ou amateur, vous connaissez forcément la marque d'accastillage qui équipe tous les bateaux de course, des mini aux ultimes en passant par les Figaro, les Classe 40 et les IMOCA. Après les poulies, les emmagasineurs, les hooks, les bloqueurs, les rails et les chariots de mât, Carver propose désormais des winches. Des winches innovants qui tournent 6 fois plus vite qu'un winch classique, et je peux vous dire que lorsqu'il s'agit de rouler le Genac en solitaire dans 30 nœuds de vent, ça compte. Pour les découvrir, rendez-vous au showroom Carver qui ouvrira mi-septembre à Lorient-la-Base. Bonjour Gilles Damaé. Bonjour. Merci de venir jusqu'à Tip & Shaft, puisqu'on est dans le bureau de Tip & Shaft ce matin pour ce dernier épisode de la série Un été de figariste. Alors Gilles, on discutait juste avant de commencer cet enregistrement, et tu me racontais que tu étais en train de soigner ton genou. Donc la question traditionnelle que je pose aux figaristes après un Figaro, c'est comment on récupère, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que les sponsors tombent à Gravelotte quand on fait un bon résultat? Et toi, t'as soigné ton genou, c'est bien ça? Moi, c'est ça. J'ai eu repos forcé un petit peu. Il y a différentes stratégies de récupération. Il y en a qui rattaquent les courses dardard pour pas plonger. Moi, j'ai été repos forcé avec une attelle à mon genou, donc voilà, suite à une entorse du genou gauche. Donc voilà. Du coup, moi, ça a été repos avec des grosses nuits de 11 heures. Et des bonnes siestes de 4 heures. Alors voilà, pendant une bonne semaine. Fais-nous rentrer dans les nuits d'un figariste après la solitaire. C'est quoi? C'est profond, c'est lourd, c'est réparateur. Il y en a beaucoup qui racontent que c'est pas si agréable que ça en fait. On dort d'un sommeil de plomb. Alors agréable. Déjà, c'est quand même une course qui mentalement et physiquement est très prenante. Donc quand ça s'arrête, comme tous les projets qui sont très prenants, quand ça s'arrête, on a un petit coup de mou après, on se demande ce qu'on va faire après. Bon, nous, on a la chance que notre saison est pas finie, donc on a encore des objectifs. Donc ça permet de rester motivé, concentré. Mais concernant le sommeil, alors je crois qu'à chaque fois qu'on arrive, on a l'impression de pas être trop fatigué. Et puis au bout de 2 nuits, on comprend que une fois que les nerfs lâchent, qu'en fait on est vraiment crevé. Et donc là, à ma surprise encore, je sais pas pourquoi je suis surpris encore, mais bon, bref. Je faisais des nuits de 11 heures et des siestes de 4 heures tous les jours pendant une bonne semaine. 16 heures de sommeil par 24 heures pendant une semaine. À peu près, 15 heures par jour, tous les après-midi, je me dis allez, je vais me poser un quart d'heure et puis je me réveillais 4 heures après. C'était l'heure de l'apéro. Voilà, exactement. Et est-ce qu'il y a un peu de science de la récupération qui est en train d'arriver chez les figaristes? J'ai suivi le Tour de France cycliste par exemple, où on voit que la récupération de chaque étape est minutée et scientifiquement dosée. Ou est-ce que vous faites ça un petit peu dans votre coin sur votre expérience? Il y a personne qui prend ça en main de manière un peu... Si, un petit peu. précise. Il y en a qui font ça certainement de manière plus cartésienne. Ça, c'est certain. Moi, je fais un peu comme je m'entraîne et comme je fais dans la voile, plus au feeling, plus à la sensation, à l'écoute du corps et puis et du cerveau. Et voilà. Donc moi, c'est pas très cartésien. C'est sûr que je pense qu'il faut dormir. Ce matin, je lisais dans le journal à la Philippe qu'elle allait faire le Tour de Lombardie ou je ne sais quoi. 6 jours après l'arrivée du Tour, j'ai dit moi c'est pas mon rayon là, c'est pas mon rayon. Ouais voilà, en guise de récup. Moi j'aurais pu aller faire je sais pas une traversée de l'Atlantique en guise de récup. Il y en a qui partent en croisière. Il y en a qui alors j'ai fait croisière. T'as fait croisière, RP et tout ça. Ouais. Ah oui, il y avait quand même un peu de boulot. Petit peu, faut profiter de l'événement et du résultat pour faire vivre le projet un peu. C'est intéressant. Le résultat était très très bon. Ouais. Deuxième, Figaro, c'est ton meilleur résultat sur une solitaire. Tout à fait. Alors raconte-nous un petit peu comment t'as vécu celle-là. C'est ta 9e? Ouais, 9e participation à la solitaire. De la vie de tous, elle a été
la tienne notamment, mais en général l'épreuve a été assez incroyable. Et toi, tu fais partie de ceux qui surtout ont fait la majorité, même le grand groupe de favoris qui a fait une première étape très difficile, et puis qui a fait un énorme comeback derrière, notamment dans la deuxième étape. Et la troisième surtout, tout à fait. Raconte-nous la sensation, notamment dans la troisième. Raconte-nous la sensation que c'est d'être dans ce groupe qui réussit à s'extirper. Alors c'est une sensation particulière parce que le cas était tellement hors norme que quand on a percuté ce qui se passait. Alors on rappelle, tu fais partie des trois marins qui passent Aurigny. Alors voilà, le fameux passage d'Aurigny. Donc départ de Roscoff, on longe les côtes françaises pour aller jusqu'à Granville, puis monter le long du Cotentin et enrouler Aurigny. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrive pile au moment de la renverse de courant à Aurigny. Et donc les trois premiers passent. Au départ, Alex, moi un petit peu plus de mal. Anto Marchand, qui était encore un demi-mille derrière moi, il a lutté, et puis il a fini par passer. Et les autres sont restés bloqués à Aurigny face au courant, dans un vent mollissant. Et nous, on partait par devant avec le courant et le vent. Et là, tu sens qu'il se passe quelque chose ou vous comprenez qu'il se passe quelque chose ou pas? Alors, on sait que l'écart va se creuser. Ce qui se passe, c'est que il y a eu un truc assez étonnant, c'est que on avait cette année des AIS qui fonctionnaient moins bien que sur les anciens bateaux. Très important pour bien comprendre une bonne partie de ce qui se passe. Très important pour comprendre un peu la stratégie maintenant sur une solitaire du Figaro où les bateaux naviguent groupés. On utilise de plus en plus l'AIS. On a même des logiciels. L'AIS, c'est cet instrument qui permet via les ondes VHF, si je me trompe pas. C'est ça. Les ondes radio. De repérer la position des autres bateaux, non seulement la position, mais aussi leur cap et leur vitesse. Exactement. Alors en fait, on a les données des autres bateaux, le positionnement sur la carte des autres bateaux, avec des données de cap et de vitesse qui nous permet, si on récupère ces données, de les analyser par un logiciel dédié à l'AIS qui a été créé. Et qui donc vous permet de vous comparer en permanence en termes de vitesse. De nous comparer en stratégie, en VMG, en vitesse, etc. Donc et ces données donc elles sont moins, vous en avez moins cette année quoi. Voilà, on avait beaucoup moins de données cette année, avec des distances qui portaient beaucoup moins. Donc ça a étonnamment beaucoup moins servi que les années précédentes, sauf à un moment précis qui était à Aurigny, c'est-à-dire que à Aurigny, à un moment, on était passés tous les trois premiers bateaux, et j'étais donc, on avait passé à 25 000, après on avait quasiment passé le DST décasqué. Et là, je vais voir sur la carte et je vois tous les bateaux arrêtés à Aurigny. Donc je vais avec mon curseur. La portée fonctionnait quoi. La portée fonctionnait et je vais voir. Je me dis ben non, c'est une ancienne position. Et non, je vais voir. Je mets le curseur dessus. C'était 1 minute avant. Donc en fait, on avait 25 000 d'avance. On était à 11 ou 12 nœuds sur le fond. On avait encore le courant avec nous et les autres étaient à 0. Voire certains reculés, ils étaient mouillés, etc., etc. Donc on prenait encore 12 000 d'avance par heure. Donc c'est là que vous comprenez que vous êtes en train de faire un truc incroyable. Là, je regarde le fichier de vent encore et je dis mais c'est pas vrai. Jusqu'où ça va aller? Et le soir, on avait 55 000 d'avance. Et vous en discutez tous les trois à la VHF? Alors après, on en a discuté parce qu'on savait qu'on n'était pas emportés, donc plus personne pouvait nous entendre, on pouvait dire toutes les saloperies du monde. Non, comment ça se passe? Il y en a qui dit les gars, vous avez vu la carte? Au début, non. Ces 25 premiers milles, non. Je crois qu'on a. Vous êtes trois avec Alexis Loison et Anthony Marchand. Exactement. Donc je crois qu'on a attendu vraiment le classement du soir. Je sais pas, il y avait on voulait rester en course, on voulait pas se déconcentrer, la course restait très longue encore. Il y avait une victoire au bout entre voilà, il y avait une victoire au bout entre nous trois peut-être, ou bien peut-être un retournement de situation qui fait que les autres reviennent. Là, il se passait tellement de trucs depuis le début de cette solitaire que du coup, je pense qu'on a voulu rester concentré sur ce qu'on avait à faire. Et c'est vraiment le soir à l'annonce du classement à la VHF que là, on a lâché un peu la soupape et là, on a commencé à déconner en VHF et il y avait aucun de nous trois qui croyait vraiment à ce qui se passait, quoi. C'était tellement dingue. Et du coup, comment fait l'orga? Parce qu'elle a quand même elle a un bateau qui vous accompagne. Ouais. Alors il y a 3 bateaux qui suivent l'intégralité de la course. Ouais, voilà, mais du coup comment ça se répartit entre la tête de course là on avait un bateau dédié pour 3 bateaux qui nous faisait les émissions de radio, qui nous animait à la radio, qui faisait les vacations sécurité. Surtout en fait ces bateaux sont surtout dédiés au suivi de la sécurité de la course, à la diffusion des bulletins météo, etc. Mais nous on était 3, donc il y avait aucun problème de compréhension et les vacations sécurité duraient
une minute au bas mot, même pas 30 secondes. Donc ça laissait du temps pour animer des émissions de radio pendant la nuit. Service sur mesure, quoi. Exactement. Et du coup, vous arrivez à rester en course quand même? Est-ce que parce qu'on se dit quand même, ouais, il y a un podium assuré. Comment est-ce qu'on arrive à rester concentré, à avoir la niaque, à se dire, il faut quand même. Je me dis on se dit deux choses. On se dit, bon, il y a un podium assuré, et en même temps, on se dit, bah, de toute façon, du coup, la bataille pour la première place, elle est qu'entre 3 bateaux. C'est plus simple qu'avant. Oh, c'est plus simple quand on connaît le niveau d'Alex. Non, bien sûr. Non, mais moi, je me suis jamais dit que c'était simple. Il y a que 2 gars à gérer. On s'est donné autant, hein, vraiment. Je crois que. Je sais pas, je pense qu'on pourrait avoir tendance à sortir de l'épreuve en se disant bon bah ça reste là visuellement, on est presque à l'entraînement, hein. Anto et Alex c'est des copains, on avait un peu, sauf qu'il y a un contexte, il y a un gros bateau qui nous fait des vacations régulièrement, qui nous envoie des bulletins, qui nous envoie des classements, donc ça nous relance un peu. Le vent était hyper instable aussi, ce qui fait que je pense que ça nous a aidé à rester dans la course, à rester concentré sur ce qui se passait. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a été une épreuve particulière, mais non, on est resté à fond, hein. On s'est tiré la bourre comme jamais, hein. Et est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites on va faire le break, quoi? Je pense qu'on s'est dit très tard, en fait. Je pense qu'on Parce que vous avez pas forcément les infos, en fait, des écarts. Si vous savez quand il passe 60, vous savez. Non, on a la distance, on a la distance au but sur les classements uniquement. D'accord. C'était N-Dips, la marque de Pamplemousse, une bouée à côté de. Oui, c'était pas Wolfrock. Du phare d'Eddystone. Et après on traversait, mais nous on arrivait, il y a eu réduction de parcours, donc il nous faisait passer dans le Fromver. Donc forcément, je pense que tant qu'on n'avait pas passé le Fromver, on avait quand même une épée de Damoclès sur la tête. Les conditions de vent étaient relativement molles. Le Fromver auprès, face au courant. Aussi bien on reprenait 6 heures, on attendait là et voilà, et on pouvait reperdre 6 heures, donc c'était dur de se faire une idée tant qu'on n'avait pas passé le Fromver. Je pense que on savait pas trop ce qui allait se passer, quoi. On garde toujours un peu un doute, quoi. Et du mal à y croire. Et du coup, quand vous arrivez sur l'île de Bas, vous vous dites quand même, on va faire un gros comeback. On leur colle beaucoup d'heures. Oui. Bah là, on l'a vite ressenti avec le classement du matin, du lever du jour, quand on était devant Brignogan, là. Ils étaient quasiment pas revenus. On dit, bon, là, normalement, ça va bien se passer. On avait le courant pour finir. Au moins quasiment jusqu'à l'île de Bas. Donc, au pire, il y avait la renverse à l'île de Bas juste pour la fin. Mais ça veut dire que dans la phase de pétole du matin, on était avec le courant. Donc, ça allait, quoi. Il y avait pas de souci majeur, quoi. Et alors, je me souviens de ton interview à l'arrivée où t'as l'air d'être le premier étonné de ce qui se passe, quoi. Où tu dis, bah là, celle-là, si on m'avait dit qu'elle se passerait comme ça, t'as l'air toi-même un peu. Ça a été un peu le lot de cette solitaire, parce qu'en fait, autant d'écart à chaque étape, c'est du jamais vu. C'est arrivé une fois, que ça arrive une deuxième fois. À la deuxième, ça a encore tiré dans les coins, ce qui arrivait pas souvent dans cette classe, hein, faut comme dire ce qui est. À la troisième, ça a encore des écarts pas possibles. On dit, ça va jamais s'arrêter, quoi. C'est quand est-ce qu'il y aura des écarts en secondes ou en minutes, quoi. Comme on connaît depuis 20 ans sur la solitaire, ou 15 ans, ou 10 ans depuis Nico Troussel. Exactement. Voilà, depuis Nico, il n'y a pas eu d'écart important, ouais. Sa dernière victoire. Presque 15 ans. Ouais, voilà. Ouais. 2006. Et du coup, pour un figariste, est-ce que c'est ce brouillage de repères, cette remise à zéro des compteurs, c'est quelque chose de déstabilisant ou c'est quelque chose d'excitant? Moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa, sans compter que ça pouvait que s'améliorer vu ma première étape où on avait pris 10 heures quasiment, hein, tous là. Justement, Anto et Alex avec qui on était à la première étape et d'autres. On avait pris 10 heures, donc si tu veux, moi. On rappelle juste, il y a une option, faut passer d'un côté ou de l'autre du DST qui est au-dessus de Ouessant. Si oui, il y a même, c'est même plus large que ça parce qu'en fait, il y avait aucune marque de Port-Bourgenais au Fastnet. Voilà, c'est ça. Donc mais tout était libre. En gros, toute la flotte qui fait le choix de passer à l'ouest du DST dans cette première étape en montant vers l'Angleterre, prend beaucoup de retard et les quelques-uns qui passent à l'est du DST. Il y a eu le DST d'Ouessant. À sauver leur peau. DST d'Ouessant, Johan qui gagne l'étape passe à l'ouest également du DST d'Ouessant, mais nous on joue les oscillations, lui il file tout droit en mer Celtique. Sur le bord rapprochant vers le Fastnet et en fait nous on est tombé un peu dans une impasse dans l'ouest, c'est-à-dire à exploiter les petites oscillations de vent. On est tombé dans une zone un peu foireuse et du coup plus instable.
Et donc ça fait de très très gros écarts à l'arrivée. Et Je ça voulais fait juste rappeler le très très gros écart de plus de 10 heures. Enfin, moi, 35e ou 34e, j'avais quasiment 10 heures de retard sur Johan. Et donc voilà, du coup, après, t'as envie que ça distribue et que ça parte dans tous les sens. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Mais du coup, ça vous oblige à quoi? À changer vos schémas de fonctionnement? Ma question était plutôt sur les capacités d'adaptation dans ces conditions-là. C'est-à-dire que vous apprenez, ça reste le figariste, ou le figarisme, comme je disais tout à l'heure avant qu'on enregistre, ça reste un métier de précision, de routine, de savoir-faire répété. C'est un métier d'artisan qui polit son objet sur quelquefois plus d'une dizaine de solitaires. Et là, en fait, il faut savoir casser tous les schémas. Ce qui est pas forcément ce qu'on apprend. Oui, quoi. Après, je pense qu'on a une image aussi du figariste très très appliqué, très concentré sur des détails. Je pense qu'on n'est pas tous comme ça. Moi, j'essaye de pas être comme ça quotidiennement parce que j'aime pas ça. J'aime pas. C'est pas mon style de navigation. Je pense à Adrien qui est pas du tout dans ce moule-là non plus. Et il y en a eu d'autres. Hein. On parlait à l'instant de Nico Troussel, c'était pas ça du tout. Il a quand même gagné 2 solitaires. Voilà, je pense à Armel aussi, hein, qui a vraiment une capacité quand il navigue à naviguer quasiment tout seul. Je pense que la flotte serait pas là des fois, il ferait la même chose. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a quelques profils qui sont à l'opposé, on va dire, du standard du figariste, oui, alors moi, c'était qui a tendance à jouer des petits gains, tout le temps pendant longtemps, des gains marginaux. Pour parler de cyclisme. Mais ouais, voilà, mais bon, des gains marginaux multipliés par pendant 3 jours, ah ben ça fait c'est comme ça que par exemple Charlie gagnait des solitaires en gagnant mètre par mètre, des étapes. Gagnait pas des solitaires justement, des étapes. Voilà, donc c'est 2 modèles différents et bon, pour revenir à ta question, c'est vrai que moi ça m'a changé complètement mon schéma pour la 2e étape d'avoir pris une grosse rouste à la première. Moi, je suis parti d'Irlande et d'ailleurs sur les conseils insistants de mon sponsor qui m'a bien précisé, vas-y, fais-toi plaisir. Si une option se présente, faut qu'on parle de nous et si tu la sens, vas-y, faut la tenter. Et je sais que je suis parti d'Irlande. Déjà, j'étais le seul sous-spi en quittant les côtes irlandaises. Tout le monde était sous Genac, j'étais le seul sous-spi. Je me suis pas posé une seule fois la question, est-ce que c'est... j'ai jamais regardé la différence d'angle avec les autres. J'ai fait mon truc et puis voilà, et ça s'est plutôt bien passé. Après après il y a eu le sud du DST décasqué justement après l'île de White. Bon voilà, c'est vrai que ça a changé. J'aurais été dans les premiers du classement, c'est clair que j'aurais pas navigué de cette façon-là. Et du coup, tu parlais de ton sponsor, qui est Brace Cola. On va quand même le citer. On peut citer les marques dans le podcast. C'est important quand il vient te dire justement, vas-y, fais-toi plaisir, navigue libéré. Il faut d'abord qu'on parle de nous. C'est-à-dire que tu l'aurais, c'est un petit poids de plus dans la balance en faveur de ce choix de navigation ou Ah oui, clairement. Ouais. Clairement, ça joue. Je pense que on fait ça pour se faire plaisir, mais il y a aussi évidemment un poids économique dans le monde de la voile et dans le monde du sport. Les conseils du sponsor pourraient être mauvais, c'est ça que je veux dire. Très clairement, les conseils du sponsor peuvent être mauvais et j'aurais pu prendre double bâche. Mais bon, 1, ça n'a pas été. 2, si j'avais rien tenté, il serait rien passé. Je serais jamais revenu. Donc, mais effectivement, j'aurais pu me planter en prenant des risques encore. Mais se planter plus à la rigueur, moi ça me dérange moins, quoi. Tant pis, on tente des trucs, c'est la loi du sport et de la stratégie. Faut du panache. Faut du panache, et puis c'est un sport où on maîtrise pas tout stratégiquement, faut essayer de jouer sur ce paramètre, entre guillemets, chance, hein. Il y a une forme d'incertitude, faut la jouer à fond, et puis des fois, faut savoir, limiter les risques liés à cette incertitude de météo, quoi. Donc, t'es plus Julien Alaphilippe que Chris Froome, quoi, pour continuer ouais, mais je connais mal le cyclisme, donc je peux pas trop t'en parler, je regarde pas assez. Bon, Alaphilippe, c'est le gars qui a gagné plein d'étapes, qui était en jaune et qui était pas fait pour gagner le Tour de France. Gilda, par contre, si t'es un figariste qui navigue de manière très libérée, on va dire, en tout cas en essayant de faire ses propres choix, t'as aussi un parcours qui fait que t'es devenu figariste au final, figariste à plein temps, je dirais, un petit peu sur le tard. Raconte-nous un peu cette relation que t'as eue avec ce bateau et ce support, où t'as fait plein de petites piges à intervalles très réguliers. T'as gagné le Tour de Bretagne plein de fois, t'as fait plusieurs podiums sur la G2R.
Donc Ouais. t'es à la fois un pilier et en même temps à plein temps avec un sponsor depuis pas si longtemps que ça. Ben Raconte-nous un peu cette oui, c'est relation-là ça. au J'ai support. pas eu de sponsor régulier qui m'a permis d'être là tous les ans, et à la fois c'est ce qui m'a permis de naviguer beaucoup sur d'autres supports et de continuer à apprendre, notamment avec à intervalles réguliers en faisant pas mal de tours de France à la voile. Et puis effectivement, j'ai commencé sur le tard parce que ma première solitaire c'était en 2006, donc j'avais plus de 30 ans. Ce qui est tardif, qui Aujourd'hui, est presque un vieux aujourd'hui dans le monde d'un dans les bisu canons, en Figaro. Sachant que Tom Laperche a 21 ans ou un truc comme ça. Ouais, qui fait exactement. Bah ouais, 10e de la première étape. Éric Delamarre, il a commencé, il avait 18 ans. Donc voilà, c'est vrai que à 31 ans, j'étais presque un vieux, mais avant, on avait une école Au final, de... Benjamin Schwartz qui gagne le classement bisu n'a pas, alors, je sais pas quel âge il a, mais il a Bah ouais, c'est pas... il a plus de 25 ans. Bah ouais, il a une grosse expérience au large, en multi, sur d'autres supports. Donc bah c'est intéressant, ça laisse la place à tout le monde. Ça montre que on peut naviguer tard, longtemps, bien. Donc c'est plutôt pas mal, moi je trouve ça sympa, ouais, et puis voilà, ça fait la place à l'expérience et à des expériences variées. Ce que je trouve aussi sympa, c'est que finalement c'est pas que le monde de l'olympisme ou que les anciens ministres, ou que voilà, il y a des gens qui ont fait par exemple Benjamin dont tu parles. Personnellement, moi je le connaissais pas, on l'a appris à le découvrir à l'entraînement parce qu'on s'entraînait ensemble ici à Lorient. Voilà, c'est là que j'ai appris à le découvrir. Il y a plein de projets différents. Moi, avant, je faisais de l'école de croisière. Après le dériveur, j'ai fait beaucoup d'écoles de croisière et des tours de France avant de débarquer. Donc voilà, il y a des profils très variés. Et c'est ça que je trouve sympa, et c'est ça qui fait, à mon avis, avancer le Schmilblick de cette classe et de ces courses-là. C'est que Et du coup, raconte un petit peu comment t'as réussi à rentrer, je dirais à plein temps dans ce monde-là. Qu'est-ce qui fait que t'as choisi de le faire Bah alors c'est parce que on m'a appelé, moi à l'époque avec le comptoir immobilier à Brest, donc qui était le sponsor de Guillaume Voisard qui préparait la route du Rhum en 40 pieds. Guillaume m'avait fait appel à moi pour l'aider sur la préparation de la route du Rhum en 40 pieds. Et puis le sponsor a voulu aller plus loin, et donc ils m'ont sponsorisé pour faire du Figaro, donc pour faire mon premier Figaro en 2006 donc. Et voilà, donc on a fait 3 belles années avec le comptoir immobilier. Après j'ai remplacé Jeanne en 2009, Jeanne Grégoire qui était enceinte sur le bateau Banque Populaire. Et puis voilà, après il y a eu des hauts et des bas en termes de sponsors. Il y a eu puis d'autres projets. Moi j'avais pas envie forcément de continuer de faire ça tout le temps à plein temps. Je voyais par exemple Gilda Morvan que je trouvais j'étais toujours surpris de voir comment il faisait pour pas gagner la solitaire. Je pense que s'il avait fait autre chose, il l'aurait peut-être gagné plus tôt. Et en même temps, j'étais hyper respectueux parce que c'était le mec qui partait le premier du ponton. Je me dis comment il a envie de faire ça encore après 15 ans, tous les jours. Donc voilà, il y avait une forme de respect, mais je voyais avec du recul que c'était peut-être pas la bonne solution pour essayer de gagner la solitaire, et qu'il fallait peut-être s'enrichir d'autres supports, d'autres milieux, d'autres personnes. Et donc voilà, ce qui est le cas de Johan cette année par exemple, voilà, très largement. Exactement. Et ce qui m'a permis aussi de prendre avec du recul le fait de pas avoir de sponsor, et puis d'aller naviguer sur d'autres bateaux, de faire d'autres choses. Ça permet de pas se focaliser. Il y en a qui se focalisent qui pleurent sur le fait de pas avoir de sponsor. C'est pas une fatalité en soi. Il y a plein d'autres supports, il y a plein d'autres milieux, il y a plein d'autres choses à apprendre ailleurs. Et donc voilà, ça ouvre à la vie, ça ouvre au bateau, et comme c'est un sport d'expérience et de réflexion et de machin, ben voilà, ça à long terme, ça peut que aider d'avoir des expériences variées, quoi. Et aujourd'hui, alors que tu as un projet de faire toute la saison et un sponsor pour toute la saison, tu continues à aller sur d'autres supports? Oui, j'essaye. On n'a pas, cette année, on n'a pas eu beaucoup de temps parce qu'avec l'arrivée des Figaro 3, du coup, on a eu pas mal de boulot, de mise au point. Il y avait pas mal d'erreurs de jeunesse sur le bateau, donc voilà, il a fallu gommer. Il a fallu passer beaucoup de temps sur l'eau aussi pour apprendre à utiliser le bateau. Chose qu'on n'a pas encore bien fait. Hein. Bon, là, on parlait du figarisme tout à l'heure, mais le figarisme, au bout de 15 ans, on connaissait toujours pas les Figaro 2. On remettait encore. C'est quoi l'expression? Je sais pas faire de quoi remettre le métier sur l'ouvrage ou quelque chose comme ça. Voilà. On remettait 100 fois le métier sur le remettre l'ouvrage sur le métier. Voilà. Un truc comme ça. Et un truc comme ça. Bon, après, nos auditeurs auront corrigé d'eux-mêmes. Voilà. Et donc, même au bout de quelques années, mais là, on est dans la découverte. On parlait tout à l'heure de la solitaire un peu surprenante parfois, et c'est aussi lié à la découverte de ce bateau. Hein. À 5 degrés près, on changeait de voile, ça changeait les options et donc les vitesses et donc les options, quoi. Donc du coup.
Ouais, on a passé beaucoup de temps sur l'eau à découvrir, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire autre chose cette année. Et j'espère que je vais faire autre chose en fin de saison un peu pour changer. T'as des idées derrière la tête. Ouais. Et du coup, le Figaro pour toi alors pour le coup, t'es pas rentré dedans à 20 ans et c'est pas forcément comme Charlie Dalin ou Sébastien Simon un passage passionnant, hyper enrichissant, mais pour un objectif ultime qui est le Vendée Globe. Du coup, ça représente quoi pour toi ce séjour dans la classe Figaro? Bah écoute, moi je le fais pas comme un objectif de développement de carrière avec l'objectif de faire le Vendée Globe. J'essaie de prendre les moments comme ils viennent, être dans l'instant présent et de profiter aussi de. Je vis pas la régate comme un moyen de développement à long terme. Je suis content de régater et d'être dans l'instant présent de la régate. C'est un jeu et c'est ça que j'aime bien. Donc j'essaie de le vivre comme ça. Et puis voilà, ça n'empêche que je peux avoir des projets, mais en tout cas pas de Vendée Globe, toujours pas. Toujours pas. Pourquoi toujours pas? Parce qu'on t'a demandé plein de fois si tu voulais faire le Vendée Globe. On m'a demandé plein de fois et je n'ai toujours pas envie de faire le Vendée Globe. On a trouvé un marin qui a pas envie de faire le Vendée Globe. Ouais, non, toujours pas. D'accord. Toujours pas. Et pourquoi? C'est trop long, c'est trop gros. C'est trop de chantier, c'est trop long, c'est trop long tout seul. C'est trop de galères tout seul parce que on a tendance à médiatiser les bons côtés ou machin, mais c'est une emmerde par jour. Mais c'est une emmerde par jour. Michel Desjoyaux. Comme dit Michel Desjoyaux. Donc non, ça me tente pas. Je préfère à la rigueur. Je serais très tenté de faire un truc en double, un tour du monde en double comme une Barcelona comme il y avait. Ça me tenterait beaucoup. Mais un Vendée Globe, non, c'est absolument pas. Parfait. On va te garder on t'appellera régulièrement quand on aura des sujets Vendée Globe à faire. Quand tu auras des galères. Ouais. Quand tu auras des galères. Si, je sais, il y en a, c'est Gilda. Et du coup, en termes de sportivité, beaucoup de figaristes et puis beaucoup d'observateurs extérieurs soulignent le fait que c'est probablement l'un des plus hauts de niveaux de régate qui existe au monde. C'est les Jeux Olympiques de la course au large. Il y aura bientôt une épreuve de course au large aux Jeux Olympiques. T'as ce sentiment-là, toi aussi? Ce qui est très frappant quand on plonge un peu dedans, et quand on vous connaît depuis assez longtemps, ce qui est notre cas, quoi, c'est que c'est du très très haut niveau et vous vous connaissez tous depuis très très longtemps. Vous êtes pour beaucoup copains. Il y a ce côté à la fois haut niveau et bande de potes qui est dans la voile française en général. Hein, quand on regarde les histoires de Camas qui était colocataire avec Charles Caudrelier. Aujourd'hui, ils sont tous les deux sur Gitana. Est-ce que ça se vit comme ça ou est-ce que ça reste un niveau de régate élevé et on est entre Bretons? C'est sûr que c'est un très bon niveau de régate. C'est aussi lié à la monotypie. Je pense que le fait d'avoir des bateaux identiques, ça joue beaucoup il y a aucun doute sur le fait que si tu navigues mal, tu performeras pas, quel que soit ton budget et quel que soit ta préparation. Si tu navigues pas bien, oui, mais est-ce que vous le vivez vraiment comme du top niveau, comme vous êtes? Oui, c'est du haut niveau. Moi, je le vis pas comme un Graal imbattable. Je pense que, par exemple, Benjamin, il l'a montré cette année. Il arrive d'ailleurs et puis il a régaté avec nous très très bien dans les 10. Donc je pense qu'il faut pas non plus se faire une idée. C'est du très très haut niveau. Je pense que c'est lié beaucoup à la monotypie. C'est lié à l'aura de la course aussi, de la solitaire du Figaro en particulier, qui draine des marins. C'est une course assez particulière. Physiquement, ces épreuves de 3-4 jours là où on se donne à fond, donc on apprend à se découvrir beaucoup. Maintenant, il y a plein d'exemples de gens en fait, ça manque de gens qui viennent d'ailleurs découvrir ce support sans se faire un monde ou insurmontable. Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens de très haut niveau. Il y a plein de gens de très haut niveau qui viendraient d'autres supports, qui sortiraient très bien sur la solitaire. Et je pense que tant qu'on l'a pas fait, on peut pas le savoir. Il faut y aller au moins une fois pour s'en rendre compte. Et puis on passe par des très hauts et des très bas aussi pour beaucoup, par Michel Desjoyaux dont on parlait tout à l'heure, qui a globalement, quand il a des bas, il est 10e, mais bon. Mais on est globalement tous passés par des hauts et des bas. Donc parfois c'est un peu long, mais il y a beaucoup de coureurs. Je pense notamment à l'olympisme. Quand on a un niveau d'olympisme, je pense aux étrangers qui viennent pas faire de course au large ou de solitaire parce que c'est pas dans leur culture. Je trouve que ça manque à la classe Figaro. Et je pensais à Morgan, je pensais à ses concurrents qu'il avait espagnols ou italiens ou autres en 49er ou sur d'autres séries comme ça. Morgan Lagravière. Morgan Lagravière, je pense à Pierre Le Boucher, qui s'en sort très bien dans cette
dans cette catégorie. Voilà, ils ont montré qu'il y avait rien à envier à d'autres supports et que très vite ils arrivaient à s'adapter. Je pense que quel que soit le support, quand on fait de la régate de haut niveau, on peut venir faire du Figaro, on pourra s'en sortir très bien. C'est une démarche, le sport de haut niveau, la voile de haut niveau en particulier. Qu'on vienne du Tour de France à très haut niveau, de la voile olympique ou quoi, on peut réussir à faire du Figaro très bien. Et puis on se rend compte au final que les très grands champions, ils sont bons sur tous les secteurs, quoi. Hein. Exactement. Ils sont capables Je pense faire, que c'est un peu transdisciplinaire. Il y a des traits de caractère qui font qu'on navigue bien et qu'on est un champion, et je pense que c'est assez support, classe, trans support. Ouais. Et toi, ce qui te plaît dans cette pratique, c'est la solitaire en particulier, ou c'est la monotypie au large? Alors il y a les deux. Moi, c'est vrai que j'ai une attirance particulière pour la solitaire, parce que c'est un format de course où j'ai vraiment appris à me connaître personnellement, physiquement, mentalement. Ces étapes là de 3, 4, 5 jours, ça fait un état de fatigue très particulier où on se donne vraiment à fond et où on apprend beaucoup de choses sur soi. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Sur la gestion du sommeil, sur la gestion des émotions quand on est crevé, sur jusqu'où on peut aller sans avoir d'hallucinations ou en ayant des hallucinations. C'est des choses que on peut pas reproduire à l'entraînement, on va pas faire en transat parce que il faut qu'on tienne et il faut qu'on ait l'esprit lucide. Donc il y a des bornes à mettre qui sont différentes. Donc c'est à mes yeux un exercice un peu particulier et qui a une place particulière moi dans mon cœur, quoi. Ouais, c'est vraiment un truc qui m'attire. Et d'ailleurs, comme par hasard, je pense que si les anciens comme Armel, Loïc et tout ça, ils reviennent à chaque fois, il n'y a pas que le support, il n'y a pas que le niveau de régate, il y a quelque chose en plus qui fait que la petite touche. Ouais, presque une relation un peu intime, quoi. Ouais. Puis on est tout seul sur le bateau, dans des formats particuliers. C'est pas les transats à G2R, j'aime beaucoup aussi, transat en double, en monotype, je trouve ça très attirant, mais j'aime beaucoup, mais il y a cette petite truc en plus qui fait qui te pousse à aller dans des zones qui étaient inconnues pour toi. Est-ce que t'as fait c'était ta 9e édition, est-ce que justement ces zones-là, tu les réexplores à chaque fois, à chaque solitaire? Tu emmagasines des nouvelles expériences ou il y a une forme de routine entre guillemets qui se met en place? Écoute, qu'à chaque fois, alors on va enlever celle-là qui est exceptionnelle, mais sinon, est-ce qu'à chaque fois vous grappillez encore quelque chose? Alors sur la maîtrise de la fatigue et de la récupération et du sommeil, clairement on progresse d'une année sur l'autre. Ça, je crois qu'il y a pas de doute. Cette année, je me suis surpris, alors on enlève cette année, je me suis surpris pour la première fois depuis quelques années à avoir des hallucinations et à raconter n'importe quoi. Ah oui. Dans la 4e, que tu n'avais pas avant. Que je n'avais plus avant, parce que j'avais appris à me gérer. Là, à cause de la fatigue liée à des conditions difficiles et tout ça, il y a un moment où j'ai senti que j'étais pas très lucide et que j'avais mal géré, mais j'arrivais pas avec les conditions de vent changeantes à dormir. Je crois que Corentin, il m'a raconté qu'il était debout dans le cockpit, qu'il était tombé. Je pense que malgré l'expérience qu'il a, à un moment, il s'est fait surprendre aussi, quoi. Donc on est plusieurs là, c'était un contexte assez particulier cette année. Mais oui, je crois que tous les ans on apprend, et en fait on n'arrive pas à le reproduire à l'entraînement. Donc c'est une fois par an pendant un mois qu'on apprend. Donc ça peut finalement être très long. C'est qu'un mois d'entraînement ciblé pendant un mois, et moi je l'ai pas fait tous les ans depuis 2006, donc c'est sûr que on peut mettre longtemps à apprendre sur soi. Et tu dis c'est pas reproductible à l'entraînement, ça veut dire que il y a un avantage presque mécanique à accumuler les solitaires, du coup. Bah oui, en fait, on n'ira jamais aussi loin dans le niveau de fatigue et de voir comment on réagit quand on est fatigué sur un entraînement. Quand on fait un entraînement d'hiver à 2h du mat, il y a plus personne, tout le monde est à la banette. Et du coup, tout le monde, ça veille, mais ce que je voulais souligner, c'est que il faut faire beaucoup de solitaires pour arriver à la gagner. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Je pense qu'après il y a un piège. Je pense aussi qu'on navigue peut-être certains se naviguent à se poser moins de questions quand c'est ces premières solitaires. On navigue un peu plus librement, sans trop enfonçant un peu plus, sans trop cérébraliser sa course.
Et donc ça permet aussi peut-être d'être moins fatigué. Est-ce que tu sens que t'es parti pour en faire beaucoup d'autres? Bah écoute, j'aimerais bien, mais j'aimerais bien aussi varier un peu peut-être. Je suis assez tenté pour faire la prochaine route du Rhum. J'aimerais bien, ça y est, j'ai 44 ans, je me dis faudrait bien que je la fasse un jour. Donc ça me tente bien, on réfléchit, on y travaille. D'accord. Sur quel type de support? Je sais pas encore. Il y a des questions de budget qu'il faut gérer. Moi, je trouve qu'il y a une classe qui m'attire beaucoup, mais qui manque de concurrence, c'est la classe multi 50. Mm-hmm. Je trouve dommage que ça manque de concurrents parce que je trouve que c'est une très belle classe et ça mériterait beaucoup plus de visibilité et de concurrents. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, il y en a pas beaucoup. Elle est dans une phase de transition, on va dire. Ouais. Elle va se remplir. C'est des bateaux vraiment sympas. Il y a une belle équipe, il y a une bonne ambiance. On peut faire plein de choses avec les bateaux. Ça a vraiment beaucoup d'intérêt comme support, je trouve. Bon. Tu vas passer une partie de l'été à faire du PowerPoint. Oh non, je pense pas. Non, on va voir. Non, je vais passer une partie de l'été à récupérer, à faire du physique. Après, le boulot de skipper, c'est ça. C'est soit on essaie de faire du sport, soit on fait des PowerPoint ou des tableaux Excel. Moi, perso, je préfère faire du sport et de la voile que des tableaux Excel et des PowerPoint. Bon, et c'est quoi ton programme de l'été, du coup? Du coup, alors, c'est récup, et puis après quelques entraînements avec Morgan, donc la Gravière, en vue de la préparation du Tour de Bretagne à la voile, qui est tout début septembre. C'est ta course quand même, le Tour de Bretagne. Alors, t'en as gagné 3? J'en ai gagné 3. C'est ma course, on va essayer de le mettre une 4e. Bon, on verra, mais on va naviguer au mieux. Avec Morgan, ce qui est top, c'est qu'on se connaît bien, on l'a gagné ensemble, on a l'habitude de naviguer ensemble. On aime bien cette course, on a une bonne ambiance, on va y aller avec librement et en se faisant plaisir. Et voilà, souvent en plus ça va être un cadre sympa et on espère que comme d'hab au mois de septembre il va faire beau, donc ça va être parfait. Vous avez en plus des manières de naviguer assez identiques, beaucoup d'intuition, beaucoup de feeling. Oui, à ce niveau-là, et à la fois je pense des compétences très différentes. C'est-à-dire presque un même fonctionnement, pas très tableau Excel et pas très PowerPoint justement. Mais plus sensation, plus feeling, plus à l'écoute du bateau, voilà. Mais par contre, des choses très différentes, quoi. Par exemple, Morgan, il a pas son pareil pour faire avancer un bateau, quel qu'il soit, sur une coque, 2 coques, même maintenant sur foil, sans coque presque. Et sur un paddle. Et voilà, sur un paddle, sur tout ce qui flotte globalement, ou flotte ou vole. Moi, c'est un petit peu différent. Moi, je suis peut-être un peu plus généraliste, on va dire. Moins spécialisé dans la marche du bateau, donc voilà. Et puis voilà, moi ce qui me plaît un peu, c'est un peu jouer une partie d'échecs sur l'eau plus que de faire avancer les bateaux. Donc et puis la nave dans les cailloux. Et la nave dans les cailloux, j'aime bien aussi, ouais. Surtout dans les cailloux de Bretagne. J'ai quelques souvenirs de t'avoir croisé sur le Tour d'Uf notamment. C'était une année de formation. Il y a bien longtemps, quand elle était jeune. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Gilda. Bonne récupération pour ton genou, bonne préparation pour le Tour de Bretagne. Et puis bonnes vacances, peut-être si tu prends un petit peu de vacances au mois d'août. Tout à fait. On va bien profiter. Ça marche. Salut. Salut.